Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Le soleil écarlate s'élevait lentement au-dessus de l'horizon, projetant des ombres étirées à travers les barreaux de fer de la cellule où Kyle Brennan se trouvait prisonnier. 23 jours s'étaient écoulés depuis sa capture. 23 marques qu'il avait gravées dans la pierre humide avec un fragment de métal arraché à sa botte, avant que les gardiens ne le découvrent. 23 jours depuis que l'opération à la frontière avait tourné au désastre. 23 jours dans ce trou qui empestait le désespoir et la mort. Appuyé contre le mur glacé, il évitait de mettre de la pression sur son flanc blessé. Les Vexari ne s'étaient pas donné la peine de le soigner. Ces guerriers à la peau bleue considérèrent la biologie humaine indigne de leur curiosité scientifique. La plaie s'était refermée d'elle-même, laissant une ligne rouge et colérique le long de ses côtes, mais chaque respiration ravivait la brûlure. Son estomac se tordait violemment. Les gardiens jetèrent des restes une fois par jour. De la viande non identifiable, souvent avariée, accompagnée d'un pain dur au goût de cendre. Aujourd'hui, ils avaient oublié pour la 3e journée consécutive. Une punition pour avoir refusé de s'incliner devant le surveillant. Des pas lourds approchèrent, le bruit caractéristique d'une armure de combat Vexari. Kyle ne leva pas les yeux. Il continuait à polir une longueur de chaîne qu'il avait récupérée dans une cellule abandonnée, la frottant méthodiquement contre le sol rugueux. Cette chaîne n'était pas grand-chose, mais avec assez de persévérance, il pourrait en faire quelque chose ressemblant à une arme. Dans cet endroit, cela pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Les pas s'arrêtèrent devant sa cellule. Une ombre tomba sur lui, plus grande et plus imposante que les gardiens habituels. Il ne releva toujours pas la tête. C'est donc ce que font les humains en cage? Bricoler avec des déchets comme des vermines? La voix était distinctement féminine, portant la résonance métallique caractéristique des Vexari, mais avec une nuance presque curieuse. Kyle continua son travail sans répondre. « Je te parle, humain. » Il leva finalement les yeux et découvrit la silhouette imposante devant lui. Elle mesurait près de 2 mètres, enfermée dans l'armure bleu-noir, ornée des chasseuses d'élite Vexari. Sa peau était d'un azur profond, marqué par les tatouages argentés de combat, qui signifiaient des victoires importantes. Ses yeux, 3 disposés en triangle, brillaient d'une couleur cuivrée. Contrairement aux autres Vexari qu'il avait rencontrés, elle ne portait pas de casque, laissant voir sa couronne de protubérances rigides semblables à des épines, signe de statut parmi les siens. « Je t'ai entendu », répondit Kyle d'une voix rauque par manque d'usage. Il retourna à son ouvrage. Elle émit un son qui aurait pu être un rire. « Tu vas te battre avec ça, déchet humain? Tu planifies une évasion glorieuse ?» Sa main reposait sur la lame cérémonielle à sa hanche, une arme vicieuse et courbée conçue spécifiquement pour démembrer les adversaires. « Je passe le temps, » dit-il, bien qu'ils savaient tous deux que c'était un mensonge. « Je suis Tira, première chasseresse des territoires occidentaux, » annonça-t-elle comme si l'information devait signifier quelque chose pour lui. « Je suis venu voir l'humain qui a tué 4 gardes d'élite lors de sa capture. On dit que tu t'es battu sans armes. Est-ce vrai ?» Kyle ne répondit pas. Il n'y avait aucun intérêt à expliquer qu'il avait été formé à 19 formes de combat à main nue, ou que les soldats des opérations spéciales humaines pouvaient transformer presque n'importe quoi en armes. Les Vexari l'apprendraient bien assez tôt. Tira s'accroupit, amenant son visage au niveau des barreaux. « Demain, tu combats dans l'arène. » Le surveillant l'a décrété. Sa bouche se tordit en quelque chose qui aurait pu être un sourire, révélant des dents comme de l'obsidienne polie. « La créature qu'ils ont choisie n'a pas été nourrie depuis 12 jours. J'ai pensé que tu aimerais le savoir. » Elle se releva, dominant à nouveau. « Cette chaîne ne t'aidera pas. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Kyle parla enfin. « Quelle créature ?» Tira jeta un coup d'œil en arrière, ses yeux cuivrés brillant d'amusement malicieux. « Nous l'appelons Morscar. Vous n'avez pas de mot pour ça. Dors bien, humain. » Après son départ, Kyle retourna à son travail avec une intensité renouvelée. À la tombée de la nuit, il avait réussi à attacher la longueur de chaîne aiguisée à un morceau de tuyau qu'il avait arraché sous le drain d'évacuation. Ce n'était pas élégant, mais ce fléau improvisé offrirait de la portée et la capacité de frapper avec une force considérable. Pas de magie, pas de technologie avancée, juste la détermination et l'ingéniosité humaine. Il testa le poids dans sa main, ignorant les nouvelles coupures sur ses paumes. Dans la faible lumière filtrant du couloir, son sang paraissait noir contre sa peau. Pour la première fois en 23 jours,
Kael se permit un petit sourire. Demain serait intéressant. L'arène était une vaste fosse circulaire aux murs hauts de 10 mètres, surmontée de plateformes d'observation où se tenaient les nobles Vexari, regardant avec un intérêt détaché. Les soldats et civils ordinaires remplissaient des gradins au-delà, leurs corps bleus créant un océan ondulant d'azur et d'indigo. L'air vibrait de leurs chants rythmiques, un son qui semblait contourner les oreilles de Kael et résonner directement dans ses os. Il se tenait au centre, pieds nus sur un sable qui scintillait de fragments d'une substance cristalline. Le fléau improvisé pendait de sa main, suscitant des huées dédaigneuses de la foule. Beaucoup pointèrent du doigt et faisaient de bruits disloqués et cliquetants qui servaient de rire chez les Vexari. De sa position, Kael pouvait voir Tira debout sur l'une des plateformes nobles, son armure brillant sous le soleil cruel. Elle ne riait pas. Ses 3 yeux étaient de fixés sur lui avec une intensité suggérant qu'elle mémorisait chaque détail de sa posture, chaque faiblesse potentielle. Un corps retentit. 3 notes longues et discordantes qui firent taire la foule. La porte massive à l'extrémité opposée de l'arène commença à se lever. Le Morskar émergea lentement, comme s'il savourait le moment avant la chasse. Il marchait sur 6 pattes, chacune se terminant par un pied fendu, muni de griffes recourbées. Son corps était long et sinueux, couvert de plaques qui se chevauchaient et miroitaient avec une qualité iridescente comme du pétrole renversé. Mais c'était la tête, ou plutôt les têtes, qui coupa le souffle à Kael. 3 coups serpentins s'élevaient des épaules de la créature, chacun surmonté d'une tête triangulaire, dominée par un œil laiteux unique et une bouche remplie de dents recourbées vers l'arrière. La foule explosa alors que la bête le repérait, les 3 têtes pivotant en synchronisation parfaite. Elle se dressait presque aussi haute qu'un cheval aux épaules, mais beaucoup plus longue, sa queue blindée ajoutant 2 mètres supplémentaires à sa longueur. Kael changea son poids, testant le sable sous ses pieds. Les fragments cristallins coupaient à ses plantes, mais offraient aussi une prise. Il commença à tourner en cercle, maintenant la distance maximale entre lui et la créature. Le Morskar chargea avec une vitesse surprenante, couvrant la distance en quelques secondes. Kael attendit jusqu'au dernier moment possible avant de plonger sur le côté, roulant pour se remettre sur pied en un mouvement fluide. La bête dérapa, ses 6 pattes luttant pour trouver une prise dans le sable alors qu'elle essayait de changer de direction. Kael profita du moment pour étudier ses mouvements. Les plaques qui se chevauchaient protégeaient la majeure partie de son corps, mais les articulations où les pattes rejoignaient le torse montrèrent des espaces dans l'armure. Les 2 coups étaient plus flexibles et moins protégés. Le Morskar chargea à nouveau. Cette fois, Kael tint sa position jusqu'à la dernière seconde, puis fit tourner son fléau improvisé directement vers la tête centrale. La chaîne s'enroula autour du cou, et il tira fort, utilisant l'élan de la créature pour rabattre sa tête vers le bas. Déséquilibrée, elle trébucha. Kael déroula sa chaîne et roula sous le corps de la bête, frappant vers le haut contre le ventre plus doux en passant. Le Morskar hurla, un cri perçant provenant des 3 bouches qui envoya la foule dans une frénésie. Elle pivota avec une agilité inattendue, l'une de ses têtes claquant vers la jambe de Kael. Des dents effleurèrent dans son mollet, laissant des lignes de feu parallèles alors qu'elles déchirèrent la peau. La douleur aiguisa la concentration de Kael. Il recula, gardant les 3 têtes en vue. La bête tournait maintenant plus prudemment, ses yeux laiteux suivant ses mouvements. Au-dessus, la foule était tombée dans une anticipation silencieuse. Kael nota comment les têtes bougeaient en coordination. Quand l'une fonçait, les autres assuraient l'équilibre. Mais cette coordination pouvait être une faiblesse. Il commença à bouger de manière erratique, bondissant d'abord dans une direction puis dans une autre, forçant les têtes à suivre des mouvements différents. Finalement, il vit son opportunité. 2 des têtes s'étaient étirées dans des directions opposées et le cou central était momentanément étendu et vulnérable. Kael fouetta la chaîne vers l'avant, sentant la connexion satisfaisante alors que l'extrémité aiguisée mordait profondément dans la chair de la créature. Le Morskar se cabra, 2 têtes criant tandis que celle du centre pendait mollement. Kael pressa son avantage, fermant la distance en 3 enjambées rapides. Il frappa à nouveau, cette fois visant la jonction où le coup droit rencontrait le corps. La chaîne trancha à travers les écailles et dans le muscle. La bête se débattit dans la douleur et la fureur, sa queue fouettant dans un coup qui attrapa Kael à travers la poitrine et l'envoya voler.
Il heurta le sable durement, l'impact chassant l'air de ses poumons. Sa vision nagea, des bords sombres menaçant de se refermer. Le Morscar chargea, sentant la faiblesse. Sans le temps de regagner ses pieds, Kael roula sur son dos et poussa l'extrémité du tuyau de son arme vers le haut de toutes ses forces. Elle se connecta avec le dessous mou de la mâchoire de la tête gauche, s'enfonçant profondément dans le cerveau. Un fluide chaud et visqueux jaillit sur ses mains alors que la tête convulsait. Le Morscar chancela, sa tête fonctionnelle restante hurlant de rage et de douleur. Il s'effondra sur ses genoux, puis bascula sur le côté, le sable s'assombrissant sous lui alors que son sang vital s'écoulait. Kael se remit péniblement sur pied, récupérant son arme du crâne de la créature avec un bruit de succion humide. Il se tourna lentement, faisant face à la foule. Le stade était tombé dans un silence complet. Des milliers d'yeux extraterrestres fixés sur lui, dans ce qui aurait pu être du choc ou de l'incrédulité. Puis une seule voix cria, un mot dans la langue vexari que Kael ne reconnaissait pas. D'autres le reprirent jusqu'à ce que le chant résonne à travers l'arène. Depuis sa plateforme, Tira le regardait avec une expression impossible à lire. Elle leva une main blindée et la foule se tut à nouveau. L'humain survit. Sa voix résonna à travers l'arène. Mais le vrai test l'attend. 3 jours plus tard, Kael fut ramené à l'arène. Cette fois, on lui donna de l'eau et de la nourriture à l'avance. Pas par gentillesse, il le savait, mais pour assurer un spectacle plus divertissant. Ses blessures avaient été traitées superficiellement, juste assez pour le garder mobile. La foule était plus grande cette fois, le mot s'étant répandu sur l'humain qui avait tué le Morscar. Alors que Kael était conduit au centre de l'arène, il remarqua que des plateformes supplémentaires avaient été érigées pour les nobles de territoires distants. Son fléau improvisé avait été confisqué, bien sûr. À la place, on lui donna une lame, une épée grossière et mal équilibrée, qui n'était guère plus qu'une longueur de métal aiguisée, avec un manche enveloppé. Une insulte déguisée en courtoisie. Les portes s'ouvrirent, mais cette fois aucune bête n'émergea. À la place, une seule silhouette s'avança, peau bleue brillant sous la lumière du soleil, blindée dans l'équipement de combat cérémoniel complet d'une guerrière d'élite Vexari. La foule explosa en approbation assourdissante. Tira s'approcha, ses mouvements fluides malgré l'armure lourde, la lame cérémonielle tirée et tenue en garde. De près, Kael pouvait voir les gravures complexes sur son armure, les marques d'innombrables victoires. Un vrai guerrier mérite un vrai adversaire, appela-t-elle, sa voix portant jusqu'aux confins les plus éloignés du stade. Pas quelques bêtes stupides. Elle tournait autour de lui, ses yeux cuivrés ne quittant jamais son visage. Ils sont venus te voir mourir, humain, et je suis venu exaucer leurs souhaits. Le rugissement de la foule était assourdissant. Tira leva sa lame en salut aux nobles, puis se retourna pour faire face à Kael complètement. « Tu comprends ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix destinée à ses oreilles seules. Kael testa le poids de l'épée grossière. « Je comprends parfaitement. » Sans avertissement, elle attaqua, la lame cérémonielle sifflant dans l'air avec une précision mortelle. Kael para maladroitement, l'impact envoyant des ondes de choc dans son bras. L'épée était aussi déséquilibrée qu'il l'avait craint. Tira pressa son avantage, chaque frappe conçue pour le pousser en arrière, pour le déséquilibrer. Son armure déviait ses contre-attaques facilement, la lame inférieure raclant inutilement contre les plaques métalliques. La foule riait maintenant, appréciant le spectacle de la résistance futile de l'humain. Tira aussi souriait, ses dents d'obsidienne brillant dans la lumière du soleil. « C'est tout ce que tu as, humain, après tant de promesses ?» Kael recula, observant attentivement ses mouvements. L'armure était formidable, mais comme toute armure, elle devait permettre le mouvement. Là, à la jonction de l'épaule et de la plaque pectorale, un espace apparaissait chaque fois qu'elle levait son bras pour une frappe descendante. Il lui permit de le repousser, feignant une fatigue croissante. L'excitation de la foule grandit alors qu'ils sentèrent la fin approcher. Les attaques de Tira devinrent légèrement moins prudentes, plus théâtrales, jouant pour son public. Elle leva sa lame pour une frappe puissante descendante qui l'aurait fendue en deux. Kael fit un pas non pas en arrière, mais vers elle, à l'intérieur de l'arc de son cou. Avec un timing précis, il enfonça la pointe de son épée grossière dans l'espace de son armure, appliquant une pression à l'endroit exact où il savait que les nerfs du groupement d'épaules Vexari se rassemblaient. Tira halta, son bras devenant momentanément mou,
la lame cérémonielle tombant de doigts engourdis. Kael lui faucha les jambes, l'envoyant s'écraser au sol avec un bruit comme le tonnerre. La foule se tut. Tira gisait étourdi, levant les yeux vers lui avec ses yeux cuivrés maintenant élargis de choc. Kael se tenait au-dessus d'elle, épée prête pour le coup mortel. Il pouvait voir le pouls dans sa gorge, le mouvement subtil de sa poitrine alors qu'elle respirait. Pendant un long moment, il maintint la position. Puis délibérément, il jeta l'épée de côté. Elle cliqueta à travers le sable cristallin, s'immobilisant à plusieurs mètres de distance. Il lui tourna le dos et s'éloigna. Le silence dans l'arène était absolu, comme si chaque être avait cessé de respirer simultanément. Puis un murmure bas commença, grandissant en un grondement confus. Ce n'était pas ainsi que ça devait se terminer. Ce n'était pas la voix des Vexari. Kael s'arrêta au centre de l'arène et se retourna pour faire face aux plateformes nobles. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Son action, ou plutôt son inaction, parlait avec suffisamment d'éloquence. Tira avait regagné ses pieds, récupérant sa lame de son bras valide. Elle le fixa à travers le sable, son expression illisible. Puis sans un mot, elle se retourna et marcha vers la porte. Les gardes vinrent chercher Kael alors, le ramenant à sa cellule avec considérablement plus de force que nécessaire. Cette nuit-là, il gisait sur le sol de pierre froide, chaque muscle douloureux, écoutant l'agitation inhabituelle dans les couloirs à l'extérieur. Quelque chose avait changé dans la forteresse. Il avait violé un principe fondamental, et les ondulations se propageaient. Il ferma les yeux, ne s'attendant pas à ce que le sommeil vienne, mais l'épuisement finit par le revendiquer, le tirant vers le bas dans une obscurité sans rêve. Il se réveilla au doux clic de métal sur pierre. Ouvrant les yeux, il vit une silhouette découpée contre la faible lumière du couloir, grande mais sans le contour encombrant d'une armure. « Tu es réveillé, dit Tira. « Bien. » Elle s'approcha des barreaux. Sans son armure, elle était toujours imposante, mais d'une certaine façon plus réelle. Sa peau bleue portait les cicatrices d'innombrables batailles, et la tunique simple et les jambières qu'elle portait ne faisaient guère pour dissimuler son physique de guerrière. « Tu m'as épargné, dit-elle. »« Pourquoi ?» Kael se redressa lentement, prudent avec ses blessures. « Parce que tu n'es pas l'ennemi. »« Explique. »« Tu es une soldate. Moi aussi. Nous suivons des ordres. Nous menons des batailles. Mais le vrai ennemi n'est pas la personne de l'autre côté du champ de bataille. C'est la haine qui nous y a mis. » Elle resta silencieuse pendant un long moment. « Ta philosophie est inhabituelle. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la survie. » Il soutint son regard fermement. « Si nous continuons à nous entretuer, finalement il ne reste plus personne. » Tira s'approcha de la porte de la cellule, une clé dans sa main. « Le surveillant a ordonné ton exécution à l'aube. Ta défiance était politiquement inconvenante. »« Je ne suis pas surpris. »« Je devrais te haïr, dit-elle, sa voix basse. »« Tu m'as humilié devant mon peuple. »« Non, contesta Kael. Je t'ai respecté suffisamment pour ne pas te tuer. » Elle inséra la clé dans la serrure. « Tu as un concept étrange de l'honneur humain. » La porte s'ouvrit avec un grincement. « Viens, mais ils nous chasseront tous les deux. » Kael se leva, surpris momentanément, le figeant sur place. « Tu m'aides à m'échapper. Je rembourse une dette. » Ses yeux cuivrés reflétèrent la faible lumière. « Et peut-être que je teste une théorie. » Ils se déplacèrent silencieusement à travers la forteresse, Tira les conduisant par des couloirs de service et des sections abandonnées. 2 fois ils se figèrent, alors que des patrouilles passaient à proximité. Une fois, Tira le tira dans une alcôve de stockage, son corps pressé contre le sien, alors que des gardes fouillèrent le couloir adjacent. « Pourquoi ne nous dirigeons-nous pas vers la porte principale ?» chuchota Kael, alors qu'ils descendaient un escalier étroit. « Parce que c'est là qu'ils s'attendent à ce que nous allions, » répondit-elle. « Il y a un autre chemin, un vieux tunnel utilisé pendant les guerres de succession. Il n'a pas été utilisé depuis des générations. » Le tunnel était étroit et bas, forçant Tira à se courber inconfortablement. L'eau goûtait du plafond et l'air était vicié par des siècles de non-utilisation. Ils marchèrent pendant ce qui sembla des heures dans une obscurité presque totale, guidés seulement par un petit cristal lumineux que Tira avait apporté. « Nous sommes presque sortis, dit-elle finalement. Une fois que nous atteindrons la surface, nous devrons nous déplacer rapidement. Les terres désolées au-delà de la forteresse sont patrouillées régulièrement. Où irons-nous ? Il y a une colonie d'exilés à 5 jours de voyage vers le nord. Ils pourraient eux nous abriter,
ou il pourrait nous tuer pour la prime qui sera sûrement sur nos têtes. Elle lui jeta un coup d'œil. Est-ce que ça te préoccupe? 5 jours, ce sont de meilleures chances que ce que j'avais il y a 1 heure. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. Pour une espèce primitive, tu montres une sagesse inattendue. Le tunnel se terminait par une grille rouillée, partiellement envahie par une sorte de lichen phosphorescent. Tira la poussa avec un grognement d'effort, et ils émergèrent dans la fraîcheur de l'air précédant l'aube. Le paysage qui s'étendait devant eux était extraterrestre et hostile. De vastes plateaux de pierre noire, entrecoupés de formations cristallines, qui captaient la faible lumière des étoiles et la réfractaient en motifs étranges. Au loin, la silhouette de la forteresse se dressait contre le ciel qui s'éclaircissait. « Nous devons atteindre le canyon du gouffre avant le lever du jour, » dit Tira, pointant vers une ligne sombre à l'horizon. « Les patrouilles ne peuvent pas nous suivre là-bas. » Ils partirent à un rythme soutenu, Kael poussant à travers la douleur de ses blessures. Tira se déplaçait avec la grâce fluide d'un prédateur naturel, ses yeux scrutant constamment leur environnement. Malgré son aisance apparente, Kael remarqua qu'elle favorisait son côté droit. L'épaule qui l'avait frappé la gênait encore. Alors que les premières lueurs de l'aube colorèrent le ciel, ils atteignirent le bord du gouffre. Un canyon massif qui plongeait à des centaines de mètres dans l'obscurité. Un chemin étroit zigzaguait le long de la face abrupte. « Ça n'a pas l'air stable », observa Kael. « Ça ne l'est pas », confirma Tira. « C'est pourquoi les patrouilles ne le suivent pas. Les Vexari préfèrent ne pas mourir inutilement. » Rassurant, ils commencèrent la descente périlleuse, des pierres détachées dévalant sous leurs pieds pour disparaître dans le vide en contrebas. À mi-chemin, une section du chemin s'effondra sous le poids de Tira. Elle tomba avec un cri surpris, se rattrapant à un rebord étroit 3 mètres plus bas, son bras blessé cédant alors qu'elle essayait de se hisser. Sans hésitation, Kael descendit jusqu'à elle, s'ancrant contre le mur du canyon et tendant sa main. « Prends-la !» Pendant un moment, elle fixa sa main tendue comme si c'était un objet étranger. Puis elle tendit la main, ses doigts bleus se refermant autour de son poignet. Avec un grognement d'effort, il la tira à côté de lui. « C'est 2 fois que tu m'aides alors que tu aurais pu me laisser tomber, » dit-elle, sa respiration haletante. « Continue à compter si tu veux. Moi je ne le fais pas. » Ils continuèrent vers le bas, atteignant finalement le fond, alors que la pleine lumière du jour illuminait les hauteurs supérieures du canyon. Ici, dans le crépuscule perpétuel du fond du gouffre, une végétation étrange poussait, des plantes tordues et pâles qui semblaient tendre vers eux alors qu'ils passaient. « Nous nous reposerons ici », décida Tira, indiquant une grotte peu profonde dans la paroi du canyon. « Le chemin devant traverse une rivière. Nous aurons besoin de force pour cela. » À l'intérieur de la grotte, Kael s'affala avec gratitude sur le sol. Tira sortit un petit paquet de ce qui ressemblait à de la viande séchée d'une pochette à sa ceinture. Elle le divisa également, lui passant la moitié. « Ration de campagne Vexari », expliqua-t-elle. « Pas agréable, mais nourrissant. » La viande était dure et amère, mais Kael la mangea sans se plaindre. « Comment es-tu devenue chasseresse ?» demanda-t-il. Tira sembla surprise par la question. « J'ai été choisie à la naissance. Ma lignée a produit des chasseurs depuis 22 générations. Tu n'as pas eu le choix. Le choix est un luxe des espèces pacifiques, dit-elle. Mais il y avait une note de quelque chose, peut-être du regret, dans sa voix. Les Vexari sont en guerre depuis aussi loin que notre histoire l'enregistre, d'abord avec d'autres, puis avec nous-mêmes. C'est pour ça que tu m'as aidé à m'échapper. Une rébellion contre un système qui ne t'a donné aucun choix. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Je ne sais pas, admit-elle finalement. Peut-être que je voulais simplement voir ce qui se passerait. Ils se reposèrent plusieurs heures, montant la garde à tour de rôle. Quand ils repartirent, la lumière dans le canyon avait changé, projetant de longues ombres sur leur chemin. La rivière que Tira avait mentionnée apparut, un flot rapide et silencieux de liquide, trop clair pour être de l'eau. « Qu'est-ce que c'est » demanda Kael, s'accroupissant au bord. « Du cristal liquide » expliqua Tira. « Il coule du cœur de la planète. Le froid le maintient sous forme liquide, mais il brûlera s'il touche la peau. Comment traversons-nous » Elle pointa une série de pierres qui dépassaient de la surface liquide. Avec précaution. La traversée fut éprouvante. Les pierres étaient de glissantes de résidus cristallins et espacées juste assez pour nécessiter un petit saut entre chacune. À mi-chemin, Kael glissa, son pied plongeant dans le liquide.
Il le retira instantanément, mais pas avant que le cristal ne brûle à travers sa botte et dans la chair en dessous. Il étouffa un cri, serrant les dents contre la douleur. « Continue de bouger !» pressa Tira depuis l'avant. « La douleur s'aggravera si tu t'arrêtes. » Au moment où ils atteignirent la rive opposée, le pied de Kael était une masse d'agonie. Tira l'examina d'un œil expert, puis sortit d'une autre pochette une petite fiole de gel bleu. « Ceci engourdira la brûlure, » dit-elle, appliquant le gel avec une douceur surprenante. « Mais tu dois éviter de mettre du poids dessus autant que possible. »« Pas vraiment le choix là, » grimaça Kael. « Je ne pense pas pouvoir y mettre du poids, même si je le voulais. » Tira se redressa. « Alors je vais te porter. » Avant qu'il ne puisse protester, elle l'avait soulevé sans effort, le berçant contre sa poitrine comme un enfant. Sa force était stupéfiante, un rappel de combien les Vexari étaient physiquement supérieurs. « C'est inutile, » objecta-t-il. « C'est efficace, » contra-t-elle, « et nous avons loin à aller. » Elle le porta pendant des heures, sa respiration ne changeant jamais de rythme, sa foulée ne faiblissant jamais. Alors que l'obscurité tombait, ils établirent un campement dans une autre grotte, celle-ci plus profonde et plus sèche que la première. Tira rassembla quelques-unes des étranges plantes pâles et les arrangea en cercle. Quand elle les frappa avec un morceau de cristal, elles éclatèrent en flammes bleues froides. « Du feu qui ne brûle pas », observa Kael, étendant ses mains vers la lumière vacillante. « Tout ce qui semble dangereux ne l'est pas, » répondit-elle, s'installant en face de lui. Les plantes se nourrissent de la rivière cristalline. Elles convertissent son énergie en lumière. Dans la douce lueur, ses traits semblaient plus doux, moins extraterrestres. Les épines rigides de sa couronne captèrent la lumière, créant un effet de nimbe autour de sa tête. Kael se surprit à l'étudier avec un intérêt nouveau. « Tu continues à me surprendre, » dit-il. Elle inclina la tête. « Comment ça ? Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais d'une guerrière Vexari. Et à quoi t'attendais-tu ? Moins de compassion, moins de complexité. » Elle fit le bruit cliquetant qui servait de rire Vexari. « Vous, les humains, avez une vision étrange de l'univers. Vous décidez ce que quelque chose est avant de le comprendre. Les Vexari ne font-ils pas la même chose ? Votre peuple a décidé que j'étais juste un primitif à jeter dans une arène. Oui ?» Ses yeux cuivrés reflétaient les flammes bleues. « C'est peut-être pour cela que nous sommes en guerre depuis si longtemps. Nous définissons nos ennemis avant de les connaître. » Ils parlèrent tard dans la nuit, échangeant des histoires sur leurs mondes respectifs. Kael apprit que Tira avait perdu un frère dans une escarmouche frontalière, similaire à celle où il avait été capturé. Elle apprit qu'il s'était porté volontaire pour la mission, après l'échec d'un effort diplomatique. « Nous ne sommes pas si différents, » observa-t-elle alors que les flammes commençaient à mourir. « Pris dans des conflits lancés par d'autres, combattant pour des causes que nous comprenons à peine. La différence, c'est que tu as choisi de le changer, » dit Kael. « Tu aurais pu me laisser dans cette cellule. » Elle resta silencieuse un moment. « Dors maintenant. Nous avons une autre journée difficile devant nous. » Alors qu'il dérivait vers le sommeil, Kael réalisa que quelque part au cours des 2 derniers jours, il avait cessé de voir Tira comme une extraterrestre. Elle était simplement une personne, complexe, contradictoire et étrangement familière, malgré sa peau bleue et son œil supplémentaire. Au matin, son pied s'était suffisamment amélioré pour marcher, bien qu'avec un boitement prononcé. Ils continuèrent leur voyage, progressant plus lentement, à travers un terrain de plus en plus difficile. Le canyon se rétrécissait, les forçant à grimper sur des formations cristallines massives qui tranchaient gants et vêtements. En milieu de journée, la force de Kael flancha. La brûlure sur son pied avait commencé à suinter un fluide clair, et la fièvre faisait nager sa vision sur les bords. Tira soutenait de plus en plus son poids. « Nous devons nous arrêter », insista-t-elle, l'aidant vers une zone relativement plate. « Tu n'es pas en état de continuer. »« Nous ne pouvons pas nous arrêter », argumenta-t-il. « Ton peuple nous traque. » Comme invoqué par ces mots, un son aigu et plaintif résonna à travers le canyon. La tête de Tira se redressa brusquement, ses yeux cuivrés s'élargissant. « Drone de repérage !» chuchota-t-elle. « Ils ont trouvé notre piste. » Elle l'aida à se remettre sur pied, et ils avancèrent péniblement avec une urgence renouvelée. Le gémissement devint plus fort, rejoint par d'autres. 3, puis 5 tonalités distinctes, convergeant vers leur position. « Là !» pointa Tira vers une fissure étroite dans la paroi du canyon. « Nous pouvons nous cacher là jusqu'à ce qu'il passe. »
L'espace était à peine assez grand pour eux deux, leurs corps pressés ensemble dans l'obscurité. Kael pouvait sentir le cœur de Tira battre plus vite qu'un humain, mais avec le même rythme désespéré de la peur. Les drones passèrent au-dessus, leurs corps métalliques brillant dans la lumière du soleil filtré. Ils s'arrêtèrent, planant directement au-dessus de la fissure. Tira se tendit, sa main se déplaçant vers la petite lame à sa ceinture, la seule arme qu'elle avait réussi à emporter. Les moments s'étirèrent en minutes alors que les drones scannèrent la zone. Finalement, ils se déplacèrent, leurs gémissements s'estompant dans la distance. « C'était trop proche », souffla Kael. « Ils reviendront », dit Tira sombrement. « Et ils ne seront pas seuls. L'élite sera avec eux. » Ils émergèrent de leur cachette et continuèrent au rythme le plus rapide que Kael pouvait gérer. À la tombée de la nuit, ils avaient atteint la fin du canyon, où ils s'ouvraient sur une vaste plaine de sable noir. Au loin, des lumières scintillaient. La colonie d'exilés. « Nous n'arriverons jamais à traverser le terrain découvert, » dit Kael, regardant le terrain exposé devant eux. « Pas avec moi qui te ralentis. »« Nous n'avons pas le choix, » la voix de Tira était tendue. « Le canyon est une impasse, et l'élite aura scellé l'entrée maintenant. » Ils partirent à travers la plaine, le sable noir se déplaçant traîtreusement sous leurs pieds. Chaque pas était une lutte, les granules semblant couler comme du liquide autour de leurs chevilles. Derrière eux, le gémissement des drones reprit, plus proche maintenant. « Vas-y », pressa Kael, repoussant Tira. « Tu peux y arriver si tu ne me traînes pas. »« Non !» Le mot unique fut prononcé avec une finalité absolue. Nous continuons ensemble. Un nouveau son rejoignit les drones, le bourdonnement distinctif de planeurs Vexari, des guerriers d'élite les chassant. « Il n'y a pas de temps pour discuter », insista Kael. « Ils me veulent, pas toi. Tu pourrais prétendre que je t'ai forcé à m'aider à m'échapper. » Tira se tourna vers lui, ses yeux cuivrés flamboyants. « Est-ce que c'est ce que tu ferais? Sacrifier un autre pour te sauver? » « Non. »« Alors ne me le demande pas. » Elle attrapa son bras, le tirant sur ses épaules. « Nous bougeons maintenant. » Ils avaient donc couvert peut-être la moitié de la distance vers la colonie quand les planeurs les rattrapèrent. 4 véhicules noirs et élégants les encerclèrent, chacun transportant 2 guerriers d'élite en armure de combat complète. Ils descendirent avec une grâce fluide, lame cérémonielle tirée. « Tira, chasseresse des territoires occidentaux », appela l'un d'eux. « Tu es accusé de trahison et de libération d'un prisonnier. Rends-toi maintenant, et ta mort sera propre. » Tira relâcha Kael, le poussant derrière elle, alors qu'elle faisait face à l'élite. « Je revendique le droit de défi, » annonça-t-elle, sa voix portant à travers la plaine. « Par les lois anciennes, vous devez l'accorder. » Les guerriers d'élite échangèrent des regards. « Le droit est pour les Vexari, pas pour les traîtres qui s'allient avec les humains, » répondit leur chef. « Les droits sont pour tous ceux nés de sang Vexari, contra Tira. Ou l'élite ignore-t-elle maintenant les lois qu'elle prétend défendre ?» Un murmure passa parmi les guerriers. Finalement, leur chef hocha la tête. « Très bien, choisis ton adversaire. » Sans hésitation, Tira pointa vers le plus grand de l'élite. « Toi, Dravek, nous nous sommes entraînés ensemble, n'est-ce pas? Voyons ce que tu as appris depuis. » Le guerrier massif s'avança, sa lame brillant dans la lumière des étoiles. « Ce sera bref, chasseresse. » Ils tournèrent l'un autour de l'autre, Tira semblant diminuer sans son armure, Dravek imposant dans la sienne. Les autres membres de l'élite formèrent un anneau lâche autour d'eux. La tradition supplantait temporairement leur mission. Dravek attaqua en premier, sa lame un flou de mouvement. Tira esquiva avec une vitesse fraternelle, tirant son petit couteau dans un arc balayant qui capta la lumière. Il semblait une arme pathétiquement inadéquate contre la lame cérémonielle. Le combat fut rapide et brutal. Tira utilisait sa taille plus petite et sa plus grande agilité pour éviter les frappes puissantes, portant des coups rapides aux articulations de l'armure de Dravek. Mais elle se fatiguait rapidement, encore affaiblie par des jours de voyage difficiles. Un coup puissant la rattrapa à travers l'épaule, l'envoyant s'étaler dans le sable noir. Dravek leva sa lame pour le coup mortel. Sans réfléchir, Kael se jeta en avant, plaquant le guerrier massif. Ils tombèrent dans un enchevêtrement de membres, la lame cérémonielle tournoyant au loin sur le sable. Les autres membres de l'élite bougèrent pour intervenir, mais Tira fut plus rapide, récupérant la lame tombée et les tenant à distance. « Ce n'est plus un défi, déclara-t-elle. C'est une bataille. » Elle lança la lame à Kael qui avait regagné ses pieds. « Et nous combattons ensemble. » Ce qui suivit fut le chaos.
Kael et Tira dos à dos, repoussant les attaques de tous côtés. Leurs mouvements se synchronisèrent instinctivement, chacun protégeant les zones vulnérables de l'autre. Quand Kael faiblit, Tira était là. Quand elle fut repoussée, il fit un pas en avant. Le combat sembla s'étirer dans l'éternité. Mesuré non pas en minutes, mais en respiration, en battements de cœur, en brûlures de muscles poussés au-delà de l'endurance. 4 des membres de l'élite gisaient immobiles sur le sable. Un autre était blessé, mais combattait toujours. Le chef et un autre restaient à pleine force. La vision de Kael se rétrécissait, ses mouvements devenant lents. À côté de lui, Tira saignait d'une douzaine de blessures mineures, sa respiration haletante. Il perdait, mais il ne se rendrait pas. Et puis, de manière inattendue, le salut vint. Des lumières éclatèrent à travers la plaine, et le bourdonnement de véhicules qui approchaient remplit l'air. Mais ce n'étaient pas des planeurs d'élite. C'étaient les transports grossiers et assemblés de la colonie d'exilés. Les membres restants de l'élite hésitèrent, puis se retirèrent vers leur propre véhicule. Leur chef pointa sa lame vers Tira. « Ce n'est pas fini, traître. Le surveillant ne se reposera pas jusqu'à ce que vous soyez tous deux morts. » Puis ils furent partis, les planeurs disparaissant dans la nuit. Les exilés s'approchèrent avec précaution, armes pointées sur Kael et Tira. Leur chef, un Vexari plus âgé, avec une peau bleue fanée et des cicatrices de bataille qui avaient viré à l'argent avec l'âge, s'avança. « Pourquoi vous aiderions-nous » demanda-t-il. « Tu es de l'élite. Tu es celle qui nous a chassés de notre foyer. »« Plus maintenant, » répondit Tira, sa voix faible mais stable. « Nous cherchons l'asile. Pourquoi l'accorderions-nous? Pourquoi ne pas simplement collecter la prime qui sera sûrement sur vos têtes ?» Ce fut Kael qui répondit. « Parce qu'elle a choisi de m'aider quand elle aurait pu me laisser mourir. Parce qu'elle a vu au-delà des divisions que votre peuple a créées. » Le chef des exilés l'étudia avec des yeux plissés. « L'humain de la reine, » réalisa-t-il, « celui qui a refusé de tuer. » Le mot s'était répandu même jusqu'aux exilés. Kael hocha la tête. Le chef se tourna vers son peuple, parlant rapidement dans la langue Vexari. Un débat éclata, les voix montant et descendant. Finalement, le chef se retourna. « Vous êtes refusé, » commença-t-il. Mais alors une autre exilée s'avança, son âge évident dans le fané de sa peau à un bleu presque gris. « Il l'a épargné dans l'arène, » dit-elle, sa voix portant l'autorité malgré sa fragilité. « Il a choisi la miséricorde. » Ces mots changèrent tout. Un silence tomba sur le groupe, et l'ancienne s'approcha de Kael, l'étudiant avec des yeux qui s'étaient assombris à la couleur du cuivre terni. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit simplement Kael. Elle se tourna vers le chef. « Alors nous devons les aider. C'est la voix des anciennes lois. » Après un moment d'hésitation, le chef hocha la tête. « Très bien, mais ils sont sous ta responsabilité ancienne. » Ils furent amenés à la colonie, une collection de structures construites dans le flanc d'une formation cristalline massive. Contrairement à la forteresse, qui était tout en angles vifs et murs imposants, la communauté d'exilés se fondait dans son environnement. Des formes organiques s'écoulant dans et autour des caractéristiques naturelles. Les blessures de Kael furent soignées par des guérisseurs, utilisant des techniques inconnues dans la forteresse. Tira aussi reçut des soins, bien qu'elle protestât que ses blessures étaient mineures. On leur donna une petite habitation à la périphérie de la colonie, ni bienvenue ni mal accueillie, simplement tolérée. Les jours passèrent, puis les semaines. L'élite ne vint jamais, bien que les éclaireurs signalèrent des patrouilles accrues le long des frontières du territoire exilé. Kael récupéra sa force, la brûlure sur son pied guérissant en une cicatrice argentée. Tira s'établit comme chasseresse, rapportant du gibier de la forêt de cristal au-delà de la plaine. Ils développèrent une routine, une coexistence confortable qui les surprit tous les deux. Ils parlaient souvent de leur monde respectif, des possibilités de changement. Tira enseigna à Kael la langue Vexari. Il lui apprit des jeux humains de stratégie qu'elle maîtrisait avec une rapidité frustrante. Un soir, alors qu'ils étaient assis à regarder les 4 lunes se lever au-dessus des plaines cristallines, l'ancienne qui avait parlé pour eux vint à leur habitation. « Il est temps, dit-elle sans préambule. »« Temps pourquoi ?» demanda Kael. « De retourner. » Tira se raidit. « Retourner à la forteresse, ce serait un suicide. » Les yeux voilés de l'ancienne semblaient voir au-delà d'eux. « La forteresse change. Le surveillant est mort. Un nouveau conseil gouverne.
Et ils parlent de réforme. Je ne comprends pas, dit Tira. Tes actions dans l'arène, dit l'ancienne, regardant Kael. Elles sont devenues un symbole. L'humain qui a choisi la miséricorde plutôt que la vengeance. Cela a suscité des questions. Des questions sur quoi? Sur la façon dont les choses sont, sur le fait que la guerre sans fin soit le seul chemin. L'ancienne plaça une main noueuse sur l'épaule de Kael. Ils souhaitent te parler tous les deux. Le voyage de retour à la forteresse fut tendu, mais sans incident. On leur fournit une escorte d'exilés, et à leur surprise, ils ne rencontrèrent aucune résistance aux frontières. Le mot avait été envoyé en avant, et ils étaient attendus. La forteresse avait changé de manière subtile. Les bannières rouge sang qui avaient autrefois pendu de chaque tour étaient parties, remplacées par des étendards bleus plus simples. La porte se tenait ouverte, sans garde sauf pour des sentinelles cérémonielles. Ils furent amenés à la grande salle où le nouveau conseil attendait. 7 anciens Vexari, aucun ne portant l'armure de guerrier, étaient assis en demi-cercle. Au centre se trouvait un visage que Kael reconnut, l'ancienne de la colonie d'exilés. « Bienvenue chez nous », dit-elle, sa voix plus forte ici qu'elle ne l'avait été dans la colonie. « Nous vous attendions. » Plus tard, Kael apprendrait qu'elle était la grand-mère de Tira, exilée des décennies auparavant pour avoir plaidé pour la paix avec les territoires voisins. Maintenant, elle était revenue à l'invitation d'un conseil fatigué du conflit sans fin. « Nous avons des questions », dit l'un des autres anciens. « À propos de ce qui s'est passé dans l'arène, à propos de pourquoi tu as choisi de ne pas tuer. » Kael regarda Tira, qui hocha la tête avec encouragement. « J'ai choisi de ne pas tuer parce que la mort ne devrait jamais être la seule réponse, » dit-il simplement. « Parce que la miséricorde est plus forte que la vengeance. Parce que parfois la plus grande victoire est de refuser de se battre selon les termes d'un autre. » Le conseil débattit tard dans la nuit, posant des questions à Kael et Tira, sur la terre, sur la voie Vexari, sur des possibilités qu'aucun n'avait envisagées. Quand l'aube se leva, une décision avait été prise. L'arène serait démantelée. Les lois du sang qui avaient gouverné la société Vexari pendant des millénaires seraient réexaminées, et Kael se verrait accorder le statut d'envoyé diplomatique, la première étape vers des relations formelles entre leurs mondes. 1 an plus tard, Kael se tenait dans ce qui avait été autrefois l'arène. Les hauts murs avaient été démolis, le sable remplacé par de la terre, où des plantes de la terre et de Vexara commençaient à pousser. Un jardin de réconciliation, l'appelait-il. Tira s'approcha, portant un long paquet enveloppé dans un tissu cérémoniel. Elle avait changé au cours de l'année passée, grandissant dans son rôle de liaison entre les anciennes voix et les nouvelles. Son corps de guerrière se portait maintenant avec la dignité d'un homme d'État. « Le conseil m'a demandé de te présenter ceci, dit-elle, déballant le paquet pour révéler une épée. Pas une arme d'arène grossière, mais un chef-d'œuvre de l'artisanat Vexari, sa lame inscrite avec des symboles de leurs 2 mondes. Je ne suis pas sûr de comprendre, dit Kael, hésitant à la prendre. Ce n'est pas une arme de conquête, expliqua Tira. C'est un symbole du chemin que tu as aidé à créer. Un rappel que parfois, la plus grande force est de savoir quand ne pas frapper. Elle l'offrit à nouveau, et cette fois il accepta, sentant l'équilibre parfait de la lame. Je me suis moqué de ton épée, dit-elle, sa voix douce avec le souvenir. Mais elle a brisé plus que l'armure. Elle a brisé qui j'étais. Elle s'inclina alors, non pas en défaite, mais en respect, et m'a reconstruite en mieux. Autour d'eux, le jardin s'étendait vers l'horizon, une nouvelle croissance poussant à travers un sol ancien. Au loin, la première colonie conjointe prenait forme, où humains et Vexari vivraient côte à côte. La légende de l'humain qui avait refusé de tuer était devenue une histoire chuchotée à travers les mondes. Un conte simple de miséricorde qui avait commencé une révolution improbable. Mais Kael connaissait la vérité, elle était plus complexe. Ce n'était pas seulement son choix dans l'arène qui avait changé les choses, c'était ce qui était venu après. Les luttes partagées, le respect mutuel, la reconnaissance de quelque chose de familier dans l'absolument extraterrestre. Alors que les 4 soleils du monde Vexari se couchèrent derrière les montagnes de cristal, Tira se tenait à ses côtés, son épaule touchant juste la sienne. Pas tout à fait ennemi, pas tout à fait amant, mais quelque chose peut-être de plus important. Des égaux.